Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La reprise des cours pour le 2 juin prochain au centre de toutes les polémiques. Syndicalistes de l'enseignement professionnel et enseignement général craignent pour la santé des élèves et enseignants. À Hambourg, le personnel exige le respect strict des mesures barrières avant toute reprise. Sur le plan sanitaire, les chiffres maintiennent la cadence. 119 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés, dont 11 issus de la transmission communautaire. 59 patients sont déclarés guéris. À Thiès, les agents du service d'hygiène sillonnent les morgues pour informer et sensibiliser les imams. L'objectif est d'éviter les contaminations avant le lavage mortuaire. Et puis à Diourbel, la réouverture des Louma n'a pas connu un franc succès. Les populations n'ont pas pris d'assaut le marché hebdomadaire pour se prémunir du coronavirus. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal enregistre donc 119 nouveaux cas sur 989 tests effectués. Il s'agit de 108 cas contacts et 11 cas communautaires. 59 patients déclarés guéris, ce qui fait en total de 949. 1454 sont sous traitement. Par contre, 7 cas sont pris en charge à Fan et principal 7 cas graves. Les 2 cas communautaires du district sanitaire de Popenguine résident dans la commune de Dias. Il s'agit d'une fille âgée de 18 ans et d'un homme d'un âge avancé. Dias donc vient d'enregistrer ses premiers cas positifs au coronavirus. Linguère également a enregistré son premier cas de Covid-19. Il s'agit d'une femme âgée de 38 ans qui travaille à l'hôpital Maguette-Lo de Linguère comme caissière. Les autorités appellent les populations à la sérénité. Ici à Dakar, plus de 150 enfants ont été retirés des rues de Guédiawaye. L'annonce est faite lors d'une cérémonie de remise d'appui de l'armée française à des défenseurs des droits de l'enfant. Nous voyons cela dans cet élément signé Salif Sow et Asmalik Diop. Plus de 150 enfants ont été accueillis ici, puis retournés chez eux au sein de leurs familles respectives. L'opération Zéro enfant dans la rue tient à cœur universel. Nous travaillons en étroite relation avec le préfet de Pikine, qui est notre maître, qui est notre patron, disons. On est son prestataire de service. Nous travaillons avec tous les services de l'État. Et depuis qu'a été lancé cet appel, nous avons reçu en moyenne 200 enfants qui ont été retirés volontairement des daras. Nous, notre organisation n'est pas allée, on saute sur les enfants, on les prend, on les amène. C'est en concertation. Nous avons travaillé avec les marabouts. L'armée française a encore frappé. Ces soldats présents au Sénégal disent en être à leur 13e intervention. C'est ce lien indubitable qui nous fait nous rapprocher de cette association avec laquelle nous partageons pleinement les valeurs d'humanité, de solidarité et le fait d'être tourné vers ceux qui en ont le plus besoin. C'est votre deuxième... Ici, oui, c'est la deuxième fois que nous passons. Et sur l'ensemble du territoire durant ce contexte de... Alors pour ne rien vous cacher, nous en sommes à la 13e ou 14e action de ce type et nous continuons, nous pensons nous inscrire dans la durée tant que malheureusement ce phénomène plus que malheureux durera. La guerre déclarée contre le Covid-19 depuis 3 mois sur notre territoire national nécessite désormais une approche multidimensionnelle et bien coordonnée. Et puis toute la cité Bissap située aux HLM a été désinfectée ce matin au grand bonheur des populations. Le Révocap en collaboration avec Syntec et Sossaz ont organisé cette journée pour participer à la lutte contre le Covid-19. Les gestes barrières ont été enseignés aux plus jeunes, nous disent nos reporters Alassane Ba et Pape Sangoné Mbaye. C'est tous les coins et recoins qui ont été désinfectés. Mosquées, maisons et daras. Nous sommes là aujourd'hui avec notre logistique. C'est des techniciens de surface, des opérateurs qui peuvent accéder à des zones non accessibles des fois. C'est des maisons, c'est des coins et recoins. Nous sommes aussi venus avec notre camion citerne muni de lance pour pouvoir atteindre certaines superficies, certaines hauteurs.
Aujourd'hui, nous sommes venus à la cité Bissap. Nous saluons aujourd'hui les efforts que font les populations qui habitent ici. Une sensibilisation sur les gestes à respecter pour les habitants et surtout pour les petits qui sont en situation de vulnérabilité. Ils sont confrontés à beaucoup de difficultés, mais on les voit, ils sont engagés pour vraiment arrêter la pandémie. Donc nous, c'est ça qui nous a motivés à être là. Sachez que nous mettrons tous les moyens nécessaires, qu'ils soient techniques, en équipement humain ou même financier pour battre cette maladie et l'éradiquer définitivement dans nos pays. Les habitants de la cité Bissap doivent se sentir très heureux. D'autres activités du genre sont prévues dans d'autres localités par les initiateurs, à savoir le Révocable en collaboration avec Syntec et Sosas. Alassane Ba, les personnes décédées doivent être consultées par un médecin chef du district avant de procéder au lavage mortuaire. Une manière de sécuriser les populations face à la menace du Covid-19. Les agents du service d'hygiène de Thiès ont sillonné les morgues pour informer et sensibiliser les imams. Cher Anta Diop, c'est Ilatir. À la morgue de Kermousse, l'ambiance est une habituelle désinfection des lieux sous la supervision du chef de brigade d'hygiène de Thiès. Le coronavirus a changé les habitudes. Tout à fait. André Defal Kermoussa et les populations de Kermoussa ont vraiment pris les devants. Tous les cadavres, tous les morts, avant le lavage mortuaire, on appelle le médecin-chef de poste pour qu'il vienne vérifier s'il n'a pas été atteint du coronavirus avant d'effectuer le lavage mortuaire. Le chef de brigade d'hygiène de Thiès, trouvé en pleine communication, disserte sur une méthode, ce qu'il appelle la procédure opératoire normalisée en cas de décès, une manière de sensibiliser les populations. Au niveau des mosquées, il y a souvent des morgues aussi. Dans le cadre du Covid, donc il y a des dispositions spéciales qui sont prises vraiment pour assurer ce qu'on appelle un enterrement sécurisé. Donc au niveau de cet enterrement sécurisé, il y a la contribution du service national de l'hygiène qui assure la désinfection et la mise en sac des décédés. Donc il y a les sapeurs-pompiers qui assurent le transport des personnes décédées. Mais également il y a la Croix-Rouge qui procède effectivement à l'inhumation. Il y a ces mesures-là effectivement qu'il faudra respecter au niveau de la région pour vraiment assurer un enterrement sécurisé. Ces agents du service d'hygiène de Thiès travaillent sans répit. Ils sillonnent toutes les localités du département de Thiès pour des opérations de désinfection en vue d'endiguer la propagation de cette épidémie qui a déjà enregistré dans la région de Thiès 4 morts. Titre, la date est désormais officielle. Les enseignants vont rejoindre les écoles à partir du 18 mai prochain, en décalage de 14 jours avant le 2 juin. Les syndicalistes plutôt de l'enseignement professionnel et enseignement général craignent pour la santé des élèves et des enseignants. Nous voyons cela dans cet élément signé Aminata Baresso. À partir de ce 18 mai, les enseignants devront apprendre à vivre avec le Covid-19. Ils sont appelés à rouvrir les classes après 2 mois de pause. Aucun problème par rapport à la reprise des enseignements-apprentissages le 2 juin. L'essentiel pour nous, nous l'avons déjà dit aux autorités gouvernementales à travers le ministre de l'Éducation, les préoccupations que nous avons, c'est des préoccupations de santé pour les enseignants et pour les élèves. Et je crois que toutes les dispositions doivent être prises au niveau local, en rapport avec les collectivités locales, pour que l'école soit mise dans une parabole de sécurité. Un retour en classe pour l'enseignement général, mais aussi pour la formation professionnelle et technique. À 20 jours de la réouverture des établissements, il y a toujours cette question du dispositif à mettre en place qui n'est pas encore résolu. Les autorités locales sont en train toujours de se réunir, donc on est toujours dans l'attente de la mise en place de tous ces aspects-là. Dans ces établissements statut particulier, des mesures particulières s'imposent pour lutter contre le Covid-19. Pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, il faudrait remarquer que nous avons un réel problème, c'est-à-dire par rapport aux outils de travail. Comment allons-nous procéder? Parce que évidemment, si on parle par exemple de distanciation sociale, les 1 mètre à respecter dans les salles de classe, il n'est pas évident qu'au niveau de nos structures qu'on puisse respecter cela, parce qu'il y a ce qu'on appelle les matières pratiques. Et dans ces matières pratiques, évidemment, la question qu'on se pose, c'est comment désinfecter le matériel une fois
que ça a été utilisé. Une reprise inédite. Enseignants comme élèves, tous devront composer avec de nouvelles règles, un code de conduite dicté par un ennemi invisible. Par rapport au transport, évidemment, moi je pense que la meilleure des solutions aujourd'hui, c'est de libérer les routes. Le ministère de l'Intérieur devra faciliter ce retour-là. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Éducation nous a informé d'une prochaine rencontre au cours de laquelle toutes les parties prenantes seront présentes afin qu'en tout cas le démarrage le 2 juin ne pose aucun problème. La limitation des salles à 20 élèves, l'obligation d'une autorisation de voyage ou même la réouverture uniquement des classes d'examen, autant de dispositions imposées par le Covid-19. Aminata Baresso, à Hambourg, des enseignants exigent le respect des mesures barrières avant de retourner en classe. Ils estiment que la reprise des cours le 2 juin n'est pas pertinente, mais le préfet rassure qu'avant cette date, toutes les dispositions seront prises. Mortalatine invite les collectivités locales à contribuer à la réussite du redémarrage. Un reportage signé notre correspondant sur place, Abdourahmane Diallo. Tant que les gestes barrières ne seront pas respectés, aucun enseignant ne va entrer en classe pour faire cours le 2 juin prochain. C'est la position de certains enseignants du département d'Hambourg. La seule chose que nous pouvons exiger, c'est que les conditions d'hygiène qui nous ont été conseillées par les agents de santé, tant que ces conditions ne seraient pas respectées dans les établissements, mais nous ne conseillons pas à nos enseignants d'aller se suicider. C'est la raison pour laquelle nous veillerons au grain pour que le lavage des mains, le port de masque, la distanciation sociale entre les élèves soit respectée. Mais puisque la décision nous vient de l'extérieur, on n'y peut absolument rien. On va y aller. Mais il faut que l'État assume toute sa responsabilité. Des préoccupations prises en compte par l'autorité administrative. Elle invite même les collectivités locales à accompagner cette décision du chef de l'État. Leur intervention est cruciale parce que tout ce qui est action de désinfection, de nettoiement doit être mené par ces collectivités territoriales en rapport avec les services concernés. C'est pourquoi nous les invitons à davantage d'intervention pour accompagner l'État dans cette décision de réouverture des classes. Plusieurs élèves et professeurs sont actuellement en vacances hors du département de Mbour. Le préfet estime que leurs retours seront organisés du 18 au 28 mai prochain. L'inspecteur d'académie de Ziguinchor a décliné les conditions préalables que l'État devra remplir pour accompagner la réouverture des classes. Cherfey l'a fait savoir au sortir d'une réunion du comité régional de développement convoqué à cet effet par le gouverneur de la région. Nous l'écoutons au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. La reprise est décidée, mais reprendre dans les conditions actuelles de la pandémie demande la mise en place d'un certain nombre de dispositions pour assurer aux élèves et aux agents, les enseignants et autres corps d'encadrement, une reprise en toute sécurité, n'est-ce pas, dans le respect strict, comme les autorités le disent, des mesures de prévention sanitaire. La première mesure est d'ordre relève de l'hygiène et de l'assainissement. Ça veut dire qu'il faudra d'abord que les classes devant abriter ces cours-là soient désinfectées, n'est-ce pas, et désinsectisées, mais également qu'il y ait des points d'eau et des toilettes fonctionnelles partout où il n'y en a pas. Il est prévu d'abord de réduire les effectifs au maximum de 20 élèves. Il est prévu la mise en place d'abord de thermoflash pour tester la température à l'entrée des établissements, pour tout le monde. Il est prévu la mise en place de dispositifs de lave-mains au niveau des classes même, entre autres mesures. Donc voilà ce qui est retenu. Puis pour clore ce chapitre, la réouverture des classes d'examen le 2 juin, diversement appréciée chez les promoteurs d'écoles privées face au refus de paiement de la scolarité par des parents d'élèves. Ils semblent être oubliés dans le programme Résilience économique et sociale. Les directeurs d'écoles donc privées demandent à l'État de rectifier le tir. Un reportage signé Mohamed Samb et Youssou Baro. Elle a hâte de retrouver sa craie, son éponge aussi. Dans cet établissement, le personnel enseignant se prépare pour la réouverture des classes. Face à la peur de choper le virus, s'ajoute le non-paiement des frais de scolarité. Depuis le mois de mars, les parents ne sont pas venus payer les scolarités des enfants.
Et vous savez, c'est avec les scolarités que nous payons les salaires. C'est avec les scolarités que nous payons les charges locatives. C'est avec les scolarités que nous fonctionnons. Comme tous les secteurs qui sont impactés par le Covid-19, nous nous attendons à un appui conséquent de l'État. Ce monsieur est directeur d'une école privée. Cet acteur de l'éducation pense que l'on doit associer les inspections de l'enseignement et de la formation dans les prises de décision. Il suffisait tout simplement de saisir les IEF pour quand même trouver les moyens à mettre à la disposition du privé. Mais jusqu'à présent, cela tarde à se faire. Et les employés des écoles suivent les informations. Ils sont aujourd'hui au courant que le transport a été appuyé, le tourisme a été appuyé. Pourquoi l'éducation qui constitue quand même un secteur important de la vie nationale. Le 2 juin prochain est la date fixée par les autorités pour réouvrir les classes d'examen. Les acteurs de l'enseignement privé proposent des concertations avec l'État du Sénégal. L'idée est de mieux prendre en compte les conséquences issues de la crise du coronavirus. Parlons de toute autre chose à présent avec les transporteurs qui se sentent oubliés dans les mesures d'assouplissement à Kaolack et Fatick. Ils vivent difficilement la pandémie et estiment que le transport de département en département ne règle absolument rien et ils veulent la réouverture des gares routières avec au moins une exigence de l'application des mesures barrières. Là-dessus, nous écoutons les explications de Damlo, le président de la gare routière de Kaolack, interrogé par Ibrahima Diamé et Fally Gueye. Depuis plus de 2 mois, la gare routière Nioro et les autres gares routières du Sénégal sont fermées. Donc, lors du discours à la nation du chef de l'État, on s'attendait à des félicitations. Parce que depuis que le président a édicté la mesure de fermer les gares routières, je pense que l'application a été à 100% pour les chauffeurs. Donc, toutes les gares routières sont fermées et lors de sa déclaration, il a trouvé une solution pour la réouverture des Louma. Il a trouvé une solution, le rapatriement des corps de l'extérieur. Donc, les commerçants, on a trouvé une solution pour eux. Et pour le transport, on n'a même pas parlé du transport. C'est ce que nous déplorons. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la réouverture des gares routières, accompagnée de mesures d'accompagnement. Parce qu'avant la fermeture des gares routières, on se procurait du gel, des madas et tout ça pour vraiment prendre note, c'est-à-dire faire un recensement. Ce qu'on attend vraiment du chef de l'État, c'est que la réouverture des gares routières soit faite dans le plus bref délai. Et puis à Diourbel, la réouverture des Louma n'a pas fait l'unanimité au niveau des vendeurs et clients. Ils sont nombreux à se rendre compte que telle organiser la réouverture donc de ce marché hebdomadaire ne pourra pas résoudre le problème et pire, elle serait à l'origine de la propagation du virus. Là-dessus, nous écoutons cette correspondance signée Babacar Diouf. Malgré l'autorisation d'ouverture des Louma, le commerce n'est plus ce qu'il était il y a 2 mois dans ces marchés hebdomadaires. Un tour au marché de Gawane dans le département de Bambey permet d'y voir plus clair. Ici, le marché est ouvert, mais les commerçants peinent à écouler leurs marchandises. Nous avions demandé la réouverture des Louma, mais franchement, ce que je vois ici ne nous arrange pas. Ce sont des lieux que nous aimons fréquenter parce que c'est ici que nous tirons l'essentiel de nos revenus. Mais dans ces conditions, nous allons propager le virus. Marché hebdomadaire, ils sont aujourd'hui les premiers à se rendre compte de l'évidence. Nous avions demandé la réouverture des Louma, mais franchement, ce que je vois ici ne nous arrange pas. Ce sont des lieux que nous aimons fréquenter parce que c'est ici que nous tirons l'essentiel de nos revenus. Mais dans ces conditions, nous allons propager le virus. Mais bu fekkee ne feebar bi ni ñu ko waxee ni lay doxe
Leur crainte, une propagation plus accrue de la maladie, surtout dans le monde rural où toutes les conditions ne sont pas réunies pour garder les gestes barrières. L'État du Sénégal rapatrie les 130 Sénégalais bloqués en France. Ils sont rentrés avant-hier au Bercail grâce à un vol spécial affrété par l'État. Et à l'arrivée, toutes les mesures sanitaires ont été prises et ces derniers seront confinés chez eux. Nous voyons cela avec Parfait. Ils ont l'air fatigués à bord de l'avion affrété par l'État du Sénégal. Après 1 mois 20 jours de confinement en France, les Sénégalais bloqués à l'Hexagone ont foulé le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne d'Adias tout heureux. Toutefois, toutes les mesures sanitaires ont été prises à l'arrivée. Non, mais on est là et on est très heureux. J'étais coincée au niveau de la France, étant partie pour une mission courte durée. Donc on a eu à être confinés pendant plus de 50 jours. Donc se retrouver bloqués en France, laissant ici nos enfants, nos familles, notre travail. Par exemple, moi j'ai laissé ma fille de 4 ans. Les passagers qui viennent ici, nous avons des caméras thermiques fixes, des thermoflash. Donc parmi tous ces passagers, la température est normale. Nous n'avons noté aucune fièvre parmi les passagers. Dans un vol spécial affrété par l'État du Sénégal, qui a répondu à l'appel de détresse du collectif des Sénégalais bloqués en France. Mais après, une réflexion. Nan lañ mën a def pour mën a ñibbi ci la ñu monté benn collectif des Sénégalais bloqués en France dañu monté collectif bi nag wax dëgg yàlla autorités yi dégg nañu sunu li ñu waxoon notamment le chef de l'État président de la République ndax li ñu bëggoon rek mooy Sénégalais yi mën a ñibbiwaat seen dëkk. Ce rapatriement, une lueur d'espoir pour les autres compatriotes vivant la même situation. Première partie bi ñëw na ñu ngi xaar beneen bi semaine prochaine inchallah kon Sénégalais yëpp. C'est la première partie. D'ici la semaine prochaine, les autres Sénégalais vont bénéficier de l'aide du gouvernement. L'État voulait commencer tout d'abord en France où il y a beaucoup plus de Sénégalais. Ensuite, les pays comme l'Italie, l'Espagne et les États-Unis, mais aussi dans les autres pays africains vont suivre. Italie, Espagne, États-Unis, Afrique, Sénégalais nekk bloqué wu État Sénégal. Certains internationaux sénégalais de football ont voyagé aussi dans ce vol. Pour des mesures de sécurité, toutes ces personnes seront restées confinées chez elles durant 14 jours. Et puis l'opposant gambien Chersidi Abayo se félicite du rôle déterminant joué par le Sénégal dans le cadre du rapatriement des Gambiens bloqués en France, mais aussi le rapatriement du corps de feu El Hadji Lamine Mané en Gambie. Nous allons à Podor. Le Conseil national de concertation des ruraux tire la sonnette d'alarme et rappelle au gouvernement l'urgence d'accélérer le processus de distribution de l'aide alimentaire. Son président invite le gouvernement à appuyer le monde rural pour éviter une crise au lendemain de cette pandémie. Ousseynou Diop, Habib Seck. En conférence de presse à Podor, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux a peint un tableau sombre du monde rural en cette période de Covid-19. Son président, Nadji Roussal, tire la sonnette d'alarme et invite l'État à accélérer le processus de distribution des denrées alimentaires et des semences pour la prochaine campagne agricole. Nos exploitations horticoles, dont la vente de leur production a coïncidé avec l'arrivée du Covid-19, traversent une situation très difficile avec la restriction du transport interurbain qui entrave l'écoulement de la force de production de légumes et de fruits vers les grandes villes. La sécurité alimentaire des communautés de pêcheurs est aussi lourdement affectée. Face à ce contexte difficile, le CNC regrette la non-prise en compte des produits horticoles et avicoles dans les kits alimentaires destinés aux ménages vulnérables. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux demande également à l'État du Sénégal d'aider le monde rural à s'acquitter de ses dettes en cette période de crise. La campagne de contre-saison est préoccupante. La commercialisation et le remboursement des crédits aux banques dans ces conditions de quasi-confinement et des strictes limitations des contacts et des échanges sont compromises. En ce qui concerne l'élevage, les transhumants sont encore présents dans les zones de repli du bétail au Sénégal oriental et au sud du pays. Avec les restrictions dans les déplacements, la mobilité des communautés pastorales et agro-pastorales est très difficile. C'est à Podor, dans le Fouta, où le CNCR s'est réuni pour exposer les problèmes rencontrés par les producteurs, éleveurs et pêcheurs de la région nord. À en croire ses membres, l'État doit appuyer les ruraux pour éviter une crise alimentaire au lendemain de la pandémie du coronavirus.
Retour à Dakar, marché central aux poissons de Pikine, les marailleurs et la direction à couteau tiré. Les premiers cités refusent de voir leurs conteneurs déplacés. Ils accusent la direction de complicité avec l'APIX pour leur causer du tort. Explication dans cet élément signé Habib Faye et Modou Diop. Une bagarre aurait éclaté entre eux. Les marailleurs chargés des conteneurs sont très remontés contre la direction du marché central aux poissons de Pikine. Leurs biens doivent être déplacés sur un espace qui ne répond pas aux normes sécuritaires, disent-ils. À notre grande surprise, nous voyons Apix présent dans le marché avec leur engin Calamar pour déplacer nos conteneurs sans nous aviser. C'est ce que nous déplorons. Le site, le maquette qu'ils avaient montré, c'est pas ça, le plan qu'ils nous avaient montré, c'est pas ça. Et le conteneur pèse plus de 40 tonnes. Donc cette dalle-là ne peut pas supporter ces conteneurs. La locale technique qui est là-bas, on dit c'est une locale technique couverte par des zincs où il y a des centaines de compteurs électriques. Même la Sénélec n'a pas accepté, n'a pas réceptionné cette locale. Ils accusent l'APIX et le directeur du marché de vouloir détruire plus de 65 conteneurs. Et pourtant, ils contribuent à hauteur de 80% des recettes du marché. On ne comprend rien dans cette situation. Tantôt, il y a une fois, le directeur nous a appelé, nous a montré un chèque de 37 millions pour nous dire que l'APIX a financé une plateforme où vous devez être déplacé. Cette plateforme, c'est ce que vous voyez derrière nous, là. Les marailleurs ne comptent pas se laisser faire. On va le refuser jusqu'au bout, parce que ce sont nos biens qui sont là. C'est des centaines de millions, c'est des investissements. Plus de 40 millions de francs, leur contribution annuelle dans ce marché aux poissons, un geste qu'ils jugent suffisant. Un cadre de concertation, c'est ce qu'ils souhaitent avec les autorités avant le déplacement de leurs conteneurs estimés à des millions de francs CFA. Habib Faye, le directeur du marché central aux poissons, n'a pas jugé utile de répondre aux marailleurs. Je vous l'annonçais tout à l'heure, donc l'opposant gambien Cher Sidia Bayo, qui se félicite du rôle déterminant joué par le Sénégal dans le cadre du rapatriement des Gambiens bloqués en France. Je vous propose de l'écouter. Vous le savez, il y a eu plusieurs positions des autorités sénégalaises à travers le ministère de la Santé, à travers le ministère des Affaires étrangères, suite au rapatriement des Sénégalais décédés du Covid-19. Malgré cela, la position du président Macky Sall a été changée après plusieurs plaintes, je peux le dire ainsi, de la diaspora sénégalaise. Je crois qu'il a fait preuve de souplesse d'esprit, bénéficié à travers la disparition de feu Alain Lamine Mané d'une clémence des autorités sénégalaises malgré la fermeture des frontières. Et ça, vraiment, je voulais que les Sénégalaises le sachent et que la communauté sénégalienne le soit au courant d'une manière plus générale. Donc vraiment encore merci plus précisément au ministère de l'Intérieur qui nous a octroyé toutes les autorisations à partir de Paris via Dakar pour amener le corps de feu Alain Lamine Mané en Gambie. Et puis le groupe Kiren a distribué plus de 100 000 litres d'eau. Les hôpitaux de Fan et d'Al Diam ont reçu leur part. Là-dessus, nous écoutons Fatou Sambendia, coordonnatrice du centre de traitement des épidémies de Al Diam. Nous venons de recevoir un important lot du groupe Kiren qui nous accompagne, qui accompagne toutes les structures hospitalières. Ils nous ont promis de revenir et c'est sûr qu'ils vont revenir parce qu'ils ont sur leur liste 13 hôpitaux qu'ils desservent. Et donc nous voulons vraiment les remercier, leur dire merci du fond du cœur parce que c'est une denrée très très rare au niveau des CTE, d'autant que ça coûte excessivement cher. Si le groupe Kiren peut nous venir en aide régulièrement par rapport à cette eau-là qui est hyper précieuse, nous ne pouvons que lui dire merci. Puis avant de boucler cette édition, retenez que le championnat allemand de football a repris ce week-end après 2 mois de pause due au coronavirus. Le Borussia Dortmund en a profité pour battre Schalke 04 de Salif Sané 4-0. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.